Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous allons parler un peu de voyage en cette fin de vacances. On va parler de défense aussi avec le contexte géopolitique. On va surtout parler d'une belle entreprise wallonne, la Sonaca, dont on a le plaisir de recevoir le CEO Yves Delatte. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, c'est une période, on parlera de l'espace aussi, mais c'est une période qui est foisonnante pour vous, potentiellement. Et en fait, j'avais envie de commencer en demandant comment se porte la Sonaca. Si je ne m'abuse, l'année passée, c'était une année record. Ça va plutôt bien pour vous, non ? Oui, tout à fait. On est vraiment dans une ascension, si je peux utiliser l'expression aéronautique, pour la société. Donc Sonaca, l'année dernière, a réalisé à peu près 700 millions de chiffre d'affaires, avec un EBITDA de 72 millions et un profit net de 15 millions. Donc c'est la deuxième meilleure année de tous les temps pour notre société. Et puis on retrouve aussi la profitabilité. Je l'avais annoncé quand j'ai pris mes fonctions en 2021, on allait souffrir dans l'aéronautique d'un Covid long. Eh bien aujourd'hui, on est sorti de ce Covid long après 4 longues années. On a retrouvé des volumes qui étaient similaires à l'avant-Covid. Et donc on a retrouvé aussi la profitabilité qui va avec. C'est ça qui permet d'avoir des moments aussi positifs, c'est qu'on a une reprise après Covid, tout le monde voulait vivre, tout le monde voulait voyager, les compagnies aériennes se portent bien, c'est ça ? Oui et non. Je pense que il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, en 2025, à l'échelle mondiale, on produit encore un peu moins d'avions qu'en 2019 parce que Boeing est toujours à mi-cadence. Et donc Airbus a dépassé les volumes historiques, mais Boeing, lui, à cause des problématiques de sécurité, est toujours à mi-cadence. Et donc globalement, on se rapproche du niveau de 2019, mais on va continuer à avoir une forte croissance dans les années à venir. Et dans le cas particulier de Sonaca, ce qui a vraiment donné l'élan vers ces beaux résultats, c'est aussi tous les efforts de diversification dans la défense, dans le spatial, dans les systèmes. Ce qui va se prolonger, on va en parler, mais en l'occurrence, ce secteur aéronautique, il est quand même un fleuron de la Wallonie, dont vous faites partie. Ça veut dire quoi ? C'est important pour la région, c'est important d'avoir cet écosystème qui vous permet de prospérer ? Oui, tout à fait. L'aéronautique, c'est vraiment, en Wallonie, un pôle mondial. On parle régulièrement de Toulouse, de Seattle, mais je pense qu'on devrait avoir la fierté de reconnaître qu'aussi en Wallonie, on a vraiment plusieurs champions mondiaux qui ont vraiment des positions de leadership technologique et de leadership de marché, dont Sonaca, dont Sabena, dont Safran, qui sont vraiment des boîtes qui sont à la pointe mondiale. On a des centres de recherche très pointus aussi. Et donc, avec cet écosystème, on est vraiment capable de faire la différence. Et alors, vous êtes président du groupement, c'est ça qui fédère ou qui représente plutôt toutes ces entreprises. Exactement. Je ne me trompe pas, hein. Toutes les entreprises wallonnes aéronautique et spatiale, donc un peu plus de 60 entreprises qui représentent plus de 12 000 emplois directs en Wallonie, sont regroupées maintenant au sein du groupement des industries wallonnes aéronautique et spatiale, le GIWAS. Et c'est quoi ? Ça veut dire que c'est un lobby, c'est faire entendre votre voix, c'est recruter des talents, en tout cas les séduire, c'est tout ça que vous faites ? Tout à fait. Donc le GIWAS, c'est une fédération, et donc on représente l'ensemble des entreprises actives dans l'aéronautique, dans le spatial et les aéroports. Et en fait, nous organisons le 24 septembre un très grand événement qui a pour but de créer des vocations. Et donc, j'invite tous les jeunes qui suivent votre émission à nous suivre sur les réseaux sociaux, GIWAS, G-I-W-A-S ou giwas.be. Et ils vont retrouver pas mal d'informations sur On organise une conférence en présence de Thomas Pesquet, une star internationale, effectivement, qui viendra nous expliquer son expérience dans l'espace et l'importance du spatial, mais aussi en présence du CEO du taxi volant de Boeing, qui va nous expliquer pourquoi les avions de demain seront électriques et sans pilote. Aussi en présence de Raphaël Domjean, cet explorateur suisse qui vient de battre le record du monde de Bertrand Piccard. Et donc on a vraiment quelques hauts profils assez incroyables qui viennent des 4 coins du monde pour participer à l'inauguration du GIWAS. Et donc il y aura 1000 places pour les jeunes et les moins jeunes qui sont passionnés d'aviation et de spatial le 24 septembre. Ça risque d'être parti dès ce week-end, hein, avec le nombre de gens qui nous écoutent. À mon avis, vous aurez la ruée vers l'or. Il faudra suivre sur les réseaux sociaux et sur le site internet, parce que la billetterie n'est pas encore ouverte. Mais effectivement, le jour où la billetterie s'ouvre, je pense que ce sera sold out dans la journée. Et justement, donc ça veut dire que c'est un peu une manière de dire aux jeunes « we need you ». On a besoin de talent, c'est un enjeu, je veux dire, de les recruter, de les trouver, de les former. C'est un véritable enjeu parce que, autant dans le secteur que chez Sonaca, nous faisons face à une forte croissance de l'activité dans les années à venir. Il faut savoir que l'aéronautique, c'est 6 à 7% de croissance par an
au cours des 10 prochaines années. Et puis évidemment, on va voir la vague d'investissement défense arriver. Et donc, on va avoir besoin de recruter. Depuis le début de l'année, chez Sonaca, nous avons recruté 100 personnes. Nous avons encore plus de 65 postes ouverts. Et donc, il y a vraiment la nécessité de créer des vocations dès le plus jeune âge parce qu'il y a des beaux métiers à remplir dans l'aéronautique. Il y a vraiment des projets magnifiques à créer pour décarboner l'aviation, pour défendre notre ciel européen et pour l'exploration spatiale. Bon, on va parler de tout ça. Juste avant ça, on est dans un moment et dans un contexte géopolitique un peu troublé. Il y a un élément qui a défrayé un peu la chronique cet été, évidemment, c'est toute la saga des fameux droits de douane et de cette guerre commerciale que menaçait Donald Trump. En fait, l'aéronautique, vous y échappez bien, en fait, ou je me trompe ? Oui, tout à fait. En fait, l'aéronautique est basée sur une supply chain mondiale. Et donc, Boeing, qui est extrêmement puissant aux États-Unis, extrêmement puissant au sein de l'administration Trump, a fait le nécessaire pour que l'aéronautique ne soit pas soumise à des taxations. Oui, parce que pour eux, ça aurait été encore un coup, ils ont déjà des moments difficiles par ailleurs. Voilà. Ouais. Et donc, il n'est pas concevable de fabriquer un avion 100% américain. Une bonne partie de la supply chain de Boeing vient de l'étranger. Et donc, ça aurait doublement handicapé l'économie américaine. D'une part, Boeing aurait souffert d'importations plus chères. Et d'autre part, Airbus aurait redirigé les avions en commande vers les clients européens qui ne souffrent pas de taxes d'importation. Il faut savoir que si vous achetez un avion aujourd'hui, il faudra attendre entre 8 et 10 ans pour être livré. Et donc évidemment, l'ensemble des compagnies aériennes américaines a besoin de continuer à pouvoir importer des Airbus pour pouvoir servir son marché intérieur. Et donc, c'était mon analyse depuis le début qu'il n'y aurait pas de droits de douane sur l'aéronautique, et ça s'est confirmé. C'est pas une épée de Damoclès, quoi. Ça ne va pas venir dans un deuxième temps. A priori pas, on ne sait jamais. Je touche du bois et je n'ai pas de boule de cristal, mais... mais sur base de mon analyse, non. Et pour l'instant, l'histoire récente démontre que ce n'est pas le cas. Et ça représente quoi pour vous, les États-Unis ? C'est quand même un marché important, malgré tout ou... Alors aujourd'hui, les États-Unis, ça représente 40% de notre chiffre d'affaires. Même, ouais. Mais chez Sonaca, on a vraiment une stratégie local for local. Ça veut dire qu'on produit aux États-Unis pour nos clients américains, on produit au Brésil pour notre client brésilien qui est Embraer, on produit en Belgique pour nos clients européens. Et donc, on est particulièrement chez Sonaca très peu impacté par les différentes taxes d'importation. C'est une stratégie de résilience, en fait. Vous l'avez dit, un des enjeux dont on a déjà parlé, mais enfin, c'est vrai que c'est cette perspective de l'avion du futur, sur laquelle, je pense, la Sonaca mise beaucoup, en tout cas travaille beaucoup. Ça représente quoi pour vous ? C'est quoi les perspectives temps ? C'est quoi les grandes tendances qui se dessinent ? D'abord, pour moi, à titre personnel, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je pense qu'on est tous conscients qu'un avion, ça brûle du kérosène, ça émet du CO2. Par contre, je suis aussi intimement convaincu que l'avion joue un rôle sociétal majeur. Le fait de pouvoir découvrir d'autres cultures, ça lutte contre la montée des extrémismes, ça permet vraiment d'améliorer les relations entre les peuples et entre les cultures. Je pense que sans Ryanair, on n'aurait pas pu construire l'Europe qu'on a aujourd'hui. Sans Erasmus, on n'aurait pas pu construire l'Europe qu'on a aujourd'hui. Donc il faut reconnaître que l'aviation, c'est à la fois effectivement un moyen de transport qui émet du CO2, mais c'est aussi un bénéfice sociétal. Vous n'êtes pas de ceux qui disent qu'il faut voyager une fois dans sa vie en avion, quoi. Alors, en gros. Moi je prends le pas de développer des solutions technologiques. Je pense je suis très conscient qu'on doit prendre action pour protéger notre environnement et notre planète. Et donc, je suis écologique convaincu. Par contre, je pense que pour y arriver, mon apport, c'est de développer des solutions décarbonées. Et donc aujourd'hui, chez Sonaca, depuis 4 ans, on a vraiment pris le pas d'investir significativement dans la recherche, dans les nouveaux développements, dans les nouveaux produits, dans nos processus de production pour essayer de décarboner l'aviation. Ça veut dire de votre côté des matériaux plus légers, plus résistants, c'est ça surtout Exactement, et des nouveaux concepts. Et donc aujourd'hui, chez Sonaca, on développe 3 nouvelles ailes, donc 3 paires d'ailes pour 3 avions différents. 2 avions qui sont en fait des avions de petite dimension type business jet qui vont pouvoir réduire la consommation de carburant de 50% de par une conception très innovante. Et donc là, en fait, on parle d'avions qui ont des formes et des performances aérodynamiques qui sont totalement innovantes. Et Sonaca, qui depuis des dizaines d'années était plutôt un fabricant de petits morceaux d'ailes, est en train de concevoir l'aile complète pour ces 2 avions-là. Et puis on travaille aussi en parallèle sur le taxi volant de Boeing, qui est un taxi 100% électrique, un taxi volant 100% électrique, sans pilote à bord, et où de nouveau Sonaca fait la conception et la production de l'aile entière. Là, on parle de petits avions, en fait, enfin, en tout cas plutôt des moyens ou plutôt court distance.
j'imagine que les longs courriers, c'est une autre paire de manches. Alors, non, pour les 2 premiers types d'avions, on parle d'avions qui ont des rayons d'action de business jet, donc on parle déjà en milliers de kilomètres. Des petits avions. Des petits avions pour l'instant, mais si le concept fonctionne, comme on garde des moteurs à réacteurs, on est capable tout à fait de le dimensionner sur des plus grands avions. Et nous sommes aussi en contact avec des sociétés qui fabriquent, qui conçoivent et qui veulent fabriquer des ailes volantes de grande dimension. Et donc je pense que dans les prochaines générations d'avions, dans leur topologie, donc dans leur forme, n'auront plus rien à voir avec les avions qu'on connaît aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? C'est une perspective de temps c'est dans les 5 ans, dans les 10 ans? Je pense qu'on verra dans les 5 prochaines années, on verra très clairement des prototypes développés et volés. Et puis on verra l'introduction des premiers avions de petite dimension, petite à moyenne dimension dans la prochaine décennie. Et la décennie suivante sera vraiment celle de l'aboutissement au niveau du secteur commercial. Donc c'est préparer l'avenir aussi économiquement. Enfin, je veux dire, ce sera le remplacement de toutes les flottes, en fait. Ouais, tout à fait. On a eu une autre séquence cet été. Alors, je ne vais pas vous demander un avis de géopolitique, mais comment vous avez regardé toutes ces séquences, le sommet Trump-Poutine, les discussions sur les garanties de sécurité, etc. Vous vous dites quoi? Vous dites, ah oui, la paix est à portée de main, ou bien vous êtes sceptique, ou bien vous regardez ça de manière très professionnelle en vous disant, il faut qu'on soit prêt si jamais... il arrive quelque chose? Alors, un peu des trois, pour être tout à fait honnête. J'espère sincèrement, émotionnellement, mon fort intérieur, que la paix est à portée de main. Je pense qu'il ne faut pas être trop optimiste, il ne faut pas être naïf. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'Europe n'a plus la maîtrise de son destin. On le voit, l'Ukraine continue à pouvoir s'équiper de matériel américain à condition que les Européens payent. Et donc, pour l'instant, l'industrie de défense américaine est la grande gagnante. On utilise l'argent des contribuables européens pour pouvoir acheter du matériel américain pour l'envoyer en Ukraine. C'est mauvais pour l'industrie européenne aussi, du coup. Exactement. Et donc, c'est tout l'intérêt de pouvoir reconstruire une chaîne de valeur d'industrie de défense européenne qui soit souveraine et autonome. Et donc, ça fait aussi partie du virage que nous avons pris chez Sonaca. Donc, moi, j'ai été nommé CEO quelques mois avant la guerre en Ukraine. Et avant l'éclosion de la guerre en Ukraine, j'ai identifié la défense comme un axe stratégique. Ce qui était d'ailleurs historiquement un des champs d'action de la Sonaca. Enfin, je veux dire, nos racines sont dans la défense. Sonaca a pu renaître de ses cendres grâce au contrat du siècle, au contrat de l'achat des F-16 par différents gouvernements européens. Et grâce à la vision d'avenir, au courage politique du gouvernement d'alors, on a pu créer l'entreprise Sonaca, créer l'entreprise FN Herstal qui est devenue Safran Aerobooster et l'entreprise SAPCA. Et donc, grâce à ce contrat du siècle du F-16 à l'époque, il y a depuis plusieurs décennies 6000 familles qui vivent en Wallonie grâce à ce contrat du siècle. Qui fera un nouveau contrat du siècle, quelque part. C'est un peu de ça dont on parle ou pas? En tout cas, un contrat du siècle ou une multitude de contrats avec des retombées économiques. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre la nécessité de se protéger. Aujourd'hui, on n'est pas en guerre, mais je pense qu'on n'est pas non plus en paix. On n'est pas en période de paix. On a une guerre à nos frontières, on a des risques possibles d'une contagion vers les Baltiques qui sont membres de l'OTAN, et donc on pourrait basculer dans la guerre en une fraction de seconde. Je ne pense pas que ça arrivera demain ou après-demain, mais il faut se rendre compte que ça peut arriver à n'importe quel moment, et si ça arrive, ça viendra très très vite. Et donc, le gouvernement belge et notre ministre de la Défense, Theo Franken, ont fait un très bon travail à mettre en place un nouveau plan stratégique, à mettre en place un financement associé qui va permettre de pouvoir rééquiper notre défense qui a été sous-investie au cours des dernières décennies. Je pense que c'est un fait indiscutable. Et donc, moi, je suis, en tant que citoyen, très heureux de voir que notre gouvernement prend ses responsabilités pour protéger notre population. Maintenant, la question est comment est-ce qu'on va faire ces achats? Aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas acheter du matériel belge. On ne fabrique pas des avions de chasse en Belgique, on ne fabrique pas des chars en Belgique. Il y a plein de matériel qu'on ne fabrique pas en Belgique, donc on va l'acheter à l'étranger. Et là, je pense que ce qui est très important, c'est de pouvoir, sur chacun de ces achats, transformer un achat en un investissement. Et donc, quand on achète du matériel américain, parce que c'est le seul matériel disponible ou parce que c'est le matériel le plus performant, eh bien, il faut s'assurer que dans le contrat d'achat,
on s'assure que l'industrie belge, les sociétés flamandes, les sociétés bruxelloises, les sociétés wallonnes, puissent avoir accès à la chaîne de valeur de ce fabricant. C'est-à-dire participe quelque part à la chaîne de valeur qui produit ces équipements. Quoi. Exactement. Et on a les compétences. On a les compétences industrielles en Belgique, en particulier en Wallonie, pour pouvoir supporter des retombées économiques. Et c'est excessivement important, même d'un point de vue financier pour l'État, parce que soutenir à terme, dans la durée, 3,5%, ou même 5 ou même 3,5% d'investissement dans la défense, si ça crée des jobs, qui crée de l'emploi, qui crée des taxes, qui crée du pouvoir d'achat et qui fait tourner quelque part l'économie locale, c'est sans doute soutenable. Par contre, si c'est 3,5 ou 5% d'achats internationaux directs sans retombée économique belge, ce sera insoutenable. Et c'est ça tout le bénéfice des Américains, c'est que eux, quand l'industrie de la défense tourne, leur économie locale en profite. Il faut vraiment que en Belgique, on s'assure qu'on génère ces retombées économiques. Aujourd'hui, moi, je suis très reconnaissant de voir le travail qui est effectué par Theo Franken et par le gouvernement auprès des fabricants de matériel de défense pour pouvoir générer ces contacts. Mais évidemment, en tant qu'industriel, ce que j'attends, c'est de voir à un moment des contrats. Il faut pouvoir concrétiser l'essai. Et donc, j'espère sincèrement, je pense que tout le monde met toute l'énergie pour concrétiser l'essai. Et j'espère qu'on va pouvoir générer des nouveaux jobs en Belgique, en Wallonie, sur ces sujets-là. Oui, parce que par ailleurs, il y a des projets concrets. Alors, le premier, si j'ai bien lu dont vous avez parlé, c'était des avions spécifiques pour les forces spéciales belges. Ça, c'est quelque chose de concret sur lequel vous travaillez maintenant ? Alors, c'est quelque chose sur lequel on aimerait travailler. Donc aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, la Défense a émis le besoin de racheter un avion pour ses forces spéciales. Et donc, il faut savoir que sur le marché, il existe des avions qui ont été développés pour les forces spéciales, mais qui sont tous relativement anciens, 30 à 40 ans d'âge, donc plutôt des vieilles machines. Aujourd'hui, notre souhait, c'est de construire un partenariat avec Sabena. Enfin, le partenariat est effectif, mais notre souhait, c'est que Sabena et Sonaca ensemble puissent livrer une solution belgo-belge à la défense. On a toutes les compétences en Belgique. Donc l'idée, ce serait d'acheter un avion civil, que Sabena, de par son expertise dans les upgrades de chasseurs F-16, Sonaca, de par son expertise dans les modifications structures d'avions et dans l'intégration de systèmes dans les avions, on puisse ensemble transformer un avion civil en un avion pour les forces spéciales avec tous les systèmes d'équipement, de protection, je ne peux pas rentrer trop dans les détails malheureusement. C'est secret défense. Exactement. Et donc tous les systèmes dont nos forces spéciales auront besoin pour mener leur mission à bien. Et derrière, l'idée, c'est qu'avec Sabena, ensuite, on puisse aller vendre ces avions à différentes forces européennes. Là, vous parlez d'un... Non, ce n'est pas un avion en Belgique. On parle de quelques avions pour l'armée belge. Mais qui pourrait devenir... mais qui pourrait devenir une référence européenne, oui. Sur lequel vous pourriez après peut-être conquérir d'autres marchés. En tout cas, c'est l'espoir. Donc, mais avant ça, il faut signer en Belgique, quoi, si je comprends bien. Voilà, tout à fait. Ouais. Et c'est vraiment important pour nous de pouvoir établir ce partenariat avec Sabena, avec la défense belge, pour vraiment offrir une solution belgo-belge à notre défense et puis aller vers l'export. Alors, il y a un autre élément dont vous avez parlé, si je ne m'abuse, c'est la défense du ciel, c'est-à-dire alors on lit beaucoup effectivement qu'on a assez démunis singulièrement en Belgique à ce niveau-là, c'est-à-dire que nos intérêts stratégiques, même nos institutions, l'OTAN qui est à Bruxelles, etc., en fait, on n'est pas vraiment protégé par rapport à ça. Ça veut dire là aussi, il y a un travail à mener, peut-être par vous ? Alors, c'est très clair, et je pense que c'est important que la population en prenne conscience. Jusque dans les années 70-80, notre ciel était protégé. C'était quelque part le reliquat de la guerre froide. On avait des batteries d'intercepteurs. Donc il ne s'agit pas de missiles, il s'agit juste de pouvoir intercepter des missiles qui viseraient la Belgique, donc se protéger. Ça semble de bon sens quand même. Et nous avions ces batteries installées un peu partout en Belgique pour protéger les infrastructures importantes. Et suite aux dividendes de la paix, et c'est magnifique, on n'a pas renouvelé le matériel quand il est devenu obsolète. Mais donc aujourd'hui, nous n'avons plus aucun système d'interception. Et donc nous sommes littéralement nus. Nos voisins ont des systèmes d'interception, mais nous n'en avons pas, et donc nos infrastructures critiques que vous avez listées ne sont pas protégées. Ça fait partie du plan stratégique de Theo Franken, ça fait partie du plan stratégique de la défense, de pouvoir se rééquiper, et nous pensons que l'industrie belge peut jouer un rôle dans la fabrication. Et Sonaca en particulier, évidemment, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, à ma connaissance, la seule société belge qui a du travail effectif sur des intercepteurs. Vous savez qu'on travaille dans la recherche et le développement de la prochaine génération d'intercepteurs contre les menaces hypersoniques russes et chinoises. Et donc, nous serions ravis de pouvoir mettre notre outil
de production de masse au service de la défense belge et des fabricants d'intercepteurs. C'est-à-dire des drones aussi, enfin, c'est de ça dont on parle, ou bien parce que les drones, on a vu avec la guerre en Ukraine que c'était aussi maintenant massif en fait l'utilisation de drones, en l'occurrence à des fins militaires. Là, c'est aussi des choses sur lesquelles vous pourriez être performant. Alors tout à fait. Aujourd'hui, les systèmes d'interception sont ce qu'on appelle les systèmes multicouches. Le projet sur lequel Sonaca travaille, c'est vraiment la couche supérieure, donc c'est les missiles de plus longue portée et les moins facilement interceptables. Donc c'est vraiment on va dire le plus dangereux, le plus létal qu'on essaye d'intercepter. Et puis il y a des couches inférieures et des couches moyennes. Et finalement, il y a en dernier lieu l'interception d'essaims de drones. Et chaque couche a des technologies différentes. Et donc aujourd'hui, la défense est en train de regarder les opportunités pour s'équiper de matériel d'interception dans les différentes couches. Et je pense que l'industrie belge, et Sonaca en particulier, de par son expertise sur les intercepteurs hypersoniques et de par sa capacité à faire de la production de masse, est vraiment un acteur crédible pour pouvoir supporter la défense belge. Alors, dernier élément en matière de défense, je pense que vous êtes exprimé, mais en tout cas, il y a eu un débat sur les sites industriels à reconvertir. On a parlé d'Audi Brussels dans la capitale, on a parlé du site de Caterpillar. Est-ce qu'il y a un enjeu pour l'industrie de la défense, en tout cas aéronautique et de la défense, d'avoir ces sites-là, peut-être de pouvoir les utiliser? Enfin, quel est votre sentiment par rapport à ça? Alors, d'abord, je pense que ce sont effectivement deux assets, deux atouts au niveau industriel qui sont incroyables. La capacité de production d'un site Audi Bruxelles, d'un site Caterpillar sont gigantesques. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun investisseur ou aucun capitaine d'industrie qui va aller racheter ces sites simplement en attendant que peut-être un jour une commande tombe. Malheureusement, il faut être réaliste. Quoi, oui, oui, personne ne va acheter une usine vide sans y produire. Et donc, je pense qu'il faut envisager quelque chose de plus progressif. Peut-être qu'à un moment, l'État ou la défense doit devenir propriétaire d'un de ces sites pour le garder comme un terrain d'expansion possible. Mais je pense que la première chose, c'est, si on veut que la Belgique soit capable de monter très rapidement en production de chars, de drones, d'intercepteurs, il faut au départ commencer déjà à les produire. La première étape, c'est de générer des lignes de production pilote dans nos usines existantes. Sonaca pourrait très bien accueillir une ligne de production pilote. Sabena, Sapca, Asco, Safran pourraient aussi accueillir des lignes de production pilote de matériel de défense aérienne. Et puis, pour pouvoir réagir au quart de tour et vraiment faire un ramp-up de production extrêmement rapide en cas de besoin. Il faut être prêt, il faut être dans les starting blocks et être prêt à courir. Ça demande quand même du courage politique, ou en tout cas des choix politiques aussi. Ça demande des choix, effectivement. Faites-nous un peu rêver, parce que c'est vrai qu'on parle de guerre et paix, le premier mot n'est pas toujours réjouissant. Vous avez dit que vous invitiez Thomas Pesquet le 24 septembre, je me rappelle bien. C'est vrai que c'est devenu une star, et c'est surtout devenu l'incarnation de... je le dis, d'un rêve pour l'espace. C'est aussi un enjeu économique important. Ça l'est pour la Wallonie, ça l'est pour vous. Comment vous le percevez? Oui, tout à fait. La Wallonie est une terre très pointue en termes de spatial. Chez Sonaca, nous avons un long héritage en termes spatial, un peu plus de 40 ans qu'on travaille parmi les plus beaux projets spatiaux. Récemment, on a encore annoncé qu'on allait développer une usine dans l'espace en apesanteur. Comment fabriquer des composants en apesanteur, comment réparer des satellites en apesanteur, c'est vraiment magique. C'est des projets évidemment qui font rêver nos ingénieurs et tous ceux qui veulent rejoindre Sonaca. Et aujourd'hui, nous avons des nouveaux projets en cours de développement pour les constellations de satellites. Et donc, je crois que c'est ce qui fait la particularité de Sonaca, c'est qu'en fait, notre cœur de métier, c'est l'avant de l'aile. Il faut savoir que sur l'avant de l'aile, il y a des produits, c'est les surfaces mobiles qui se déploient vers l'avant au décollage. Quand on regarde pour le bleu, on voit souvent l'aile qui s'agrandit. Et donc, comme on a 60% de part de marché à l'échelle mondiale et que chaque avion a entre 10 et 14 slats, en fait, chez Sonaca, on produit plus de 10 000 slats par an. Et ça, c'est assez unique parce que dans l'aviation, la plupart des sociétés fabriquent 50 ou 100 produits par an. Nous produisons 10 000 fois le même produit ou la même famille de produits par an. Et ça fait de nous vraiment une société industrielle capable de faire de la production de masse. Et donc c'est pour ça que des fabricants de constellations de satellites qui veulent lancer, mettre en orbite 2000, 3000 satellites en l'espace de 2-3 ans, mais sont très intéressés de pouvoir discuter avec des sociétés comme Sonaca pour pouvoir faire un ramp-up très rapide et faire de la production de masse. Ça veut dire que tout ça s'inscrit
On a parlé de beaucoup de choses là déjà. Dans cette diversification que vous aviez exprimée en préambule, c'est-à-dire que quelque part, la clé de la réussite d'une entreprise, c'est peut-être d'élargir le plus ses horizons, c'est ça ? C'est pas forcément d'élargir le plus. Je pense que c'est de se construire un plan stratégique cohérent qui fasse du sens. Et donc nous avions, quand j'ai repris les rênes de Sonaca faisait 400 millions de chiffre d'affaires, était dans le rouge à cause du Covid et n'avait qu'une activité principalement qui était l'aéronautique civile. Et donc, fort de ce constat, j'ai lancé un plan stratégique très ambitieux. En 2021, j'ai annoncé qu'on allait viser 1,5 milliard de chiffre d'affaires, on faisait 400 millions, qu'on allait devenir le 3e acteur européen indépendant et qu'on allait se diversifier dans le spatial, dans la défense et dans les systèmes. Et 4 années plus tard, j'ai vraiment l'immense fierté de voir que les équipes ont atteint la quasi-totalité de ces objectifs. Avec l'acquisition de notre société sœur Aciturri en Espagne, on va devenir le 3e acteur indépendant mondial. Donc on avait l'objectif d'être le 3e européen, on va devenir le 3e acteur mondial. En vue de l'avion du futur aussi d'ailleurs, hein, oui. Exactement. On va atteindre 1,5 milliard dès lors de chiffre d'affaires, dès qu'on aura closé l'acquisition. Naturellement, notre chiffre d'affaires va évoluer vers 1,5 milliard d'ici 2 à 3 ans. Et puis, on a eu énormément de succès technologiques, des nouveaux contrats. On développe 3 ailes différentes en parallèle. On est sur l'intercepteur hypersonique. On travaille sur le F-35. On travaille sur une usine dans l'espace. On travaille sur un taxi volant 100% électrique sans pilote. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on foisonne de nouveaux projets qui sont technologiquement incroyables, qui sont hyper attractifs. Et donc, j'ai vraiment énormément de reconnaissance par rapport à tout le boulot qui a été fait par les équipes de Sonaca et beaucoup de fierté de voir que quand on a une vision cohérente, bien construite, qu'on a le soutien de nos actionnaires, le soutien de notre personnel, le soutien du monde politique, on est vraiment capable, en Wallonie, de construire des géants mondiaux. Sans mauvais jeu de mots, dans les turbulences mondiales, parce que malgré tout, alors on l'a dit, vous avez quelque part échappé aux droits de douane, mais c'est vrai qu'on est dans des temps parfois incertains. Est-ce que vous dites, quelque part, du coup, l'innovation, ça permet aussi d'anticiper, en fait, peut-être les vagues, c'est ça ? Alors, je pense que ce qu'il nous faut, c'est à la fois de l'ambition, de l'innovation et de la résilience. Et donc aujourd'hui, gérer les crises, c'est devenu notre quotidien. Avec le Covid, on a eu la crise du 737, on a eu la crise du Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a les crises d'approvisionnement, on a la crise des taxes. Donc aujourd'hui, gérer les crises, ça fait partie du quotidien d'un CEO. Et donc avoir une ambition élevée, être capable de structurer ça dans une vision et être résilient par rapport à la gestion de la crise, je pense que c'est le trio gagnant. Et en même temps, on parle beaucoup de la compétitivité européenne, voire belge, qui est parfois malmenée, notamment par les concurrents américains et chinois. Ça, vous ne le ressentez pas alors ? Ou bien malgré tout, vous êtes aussi dans des moments où vous dites qu'il y a des efforts à faire ? Ça reste un défi colossal. Je pense que le système d'indexation automatique des salaires en Belgique, pour tous les gens qui travaillent sur un marché local, tient la route. C'est-à-dire qu'un coiffeur, un restaurant, quelque part, il augmente, il voit le coût de ses salaires augmenter, mais il est capable d'augmenter le prix de son service de coiffure, de sa coupe ou de son menu au restaurant. Nous travaillons sur le marché mondial. Et donc, quand on voit le coût du travail augmenter en Belgique, nos prix, on est incapable de répercuter ça dans les prix. Et donc, c'est une lutte continue, une lutte d'innovation, c'est une lutte de développement technologique pour pouvoir développer des solutions qui permettent de compenser cette inflation. Donc les gouvernements de notre pays pourraient prêter oreille parfois aux attentes des industriels, peut-être pour réformer certains aspects. En tout cas, vous ne seriez pas contre. En tout cas, donc, c'est un sujet qui est vraiment compliqué parce que quand on se projette dans les chaussures d'un employé ou d'un opérateur, lui, il voit le coût de la vie augmenter et sans l'indexation automatique des salaires, c'est compliqué pour lui. Ouais. Par contre, quand on se met dans la peau de l'entreprise, on n'a pas l'indexation automatique des revenus. Et donc, c'est vrai qu'il faut pouvoir trouver le juste milieu entre la défense et la protection des personnes et la défense et la protection des entreprises qui doivent pouvoir continuer à être le moteur de croissance de la Belgique. C'est un sujet qui n'est pas évident. C'est pas évident. C'est intéressant, en tout cas, de s'y pencher. Mais en tout cas, c'était un beau voyage, j'allais dire, dans l'espace qu'on a pu faire ensemble, dans l'espace et dans le temps, avec les avions, la défense, l'espace. Vous avez beaucoup de choses à raconter. Merci beaucoup. Un grand merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci à vous et merci à tous d'avoir regardé ce Trendstalk bien inspirant. À la semaine prochaine.